Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah oui. Mais il a raison. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, André. Bon, chaque fois que je viens ici, j'ai affaire à un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois, j'ai un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Je vais le répéter. C'est pas ce n'est pas très raffiné. Mais je vous rappelle Pierre Desproges. Il dit parler à un con ou essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Joseph Robinette Biden. Joe Robinette Biden. Joe Robinette Biden. N'oubliez jamais que son nom le plus important, c'est Robinette. Donc le Robinette se lâche. Le Robinette fuit. Fais-moi un mandat, 2 mandats, 3 mandats Manu. Fais-moi un mandat, 2 mandats, 3 mandats Manu. Fais-moi un mandat, 2 mandats, 10 mandats. La France te le demande. Tu peux pas nous refuser ça. Avec les fesses, avec les seins, avec le corps, sacré féminin. Et vive Sandrine Rousseau, The Rock Girl. Ah bah écoutez, voilà, c'est l'équipe, ils m'ont fait la totale. Merci beaucoup, merci, c'est bien. 1 an de plus, mais vous savez, ça change pas grand-chose. C'est au pied du mur qu'on verra les maçons, hein. Mais on va parler de choses sérieuses aussi, non pas que le reste ne l'est pas. C'est cette motion de rejet adoptée. Alors, c'est quand même coup de tonnerre à l'Assemblée nationale hier. Je rappelle, les députés ont adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet préalable au projet de loi immigration avec les voix de la gauche, des LR et du RN. Déjà intéressant, gauche, LR, RN, pour une fois rassemblés. C'est très nouveau. Je rappelle que cela fait 25 ans, depuis 1998, qu'il n'y a pas eu une motion comme ça rejetée de cette façon. Alors, on sait que Olivier Véran vient de l'annoncer, il y aura une commission paritaire, sénateurs, députés pour voir, et puis après ça va renvoyer, et voilà. Alors tout le monde, les uns s'en réjouissent, les autres évidemment le déplorent, certains demandent la dissolution, d'autres la démission de Macron. Alors, qu'en est-il exactement? On va en parler avec Jérôme Fourquet, quelqu'un qui connaît la musique, qu'on a toujours plaisir à recevoir, qui est politologue, directeur du département opinion de l'IFOP, et puis auteur de La France d'après. Un livre vraiment qu'il faut lire, La France d'après, le monde d'après, où on en est exactement. Alors, Jérôme Fourquet, c'est La France d'après, ça, ce vote? Bonjour. Oui, effectivement, on est déjà dans cette France d'après, et on est dans la suite de ce qui s'est passé aux élections législatives de juin 2022, avec, il faut jamais l'oublier, une absence de majorité pour le camp présidentiel, ce qui le met sous le feu des oppositions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rappelle les législatives, c'est que on parlait dans le monde d'avant d'une majorité et d'une opposition. Donc là, on voit que la majorité présidentielle déjà n'a plus la majorité. Oui, et puis, monde d'après aussi, on n'a plus une, mais des oppositions. Et ce qu'on avait déjà vu au deuxième tour des élections législatives, c'est que le fameux front républicain ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que quand les candidats d'En Marche étaient en face du RN, la gauche n'a pas volé au secours d'En Marche. Et quand les candidats de la NUPES étaient face au RN, les électeurs de la majorité présidentielle n'ont pas voté majoritairement pour la gauche, d'où les 89 députés que Marine Le Pen a obtenu aux législatives. Et donc, on est dans cette même configuration depuis hier, c'est-à-dire que les 3 blocs, et même les 4, si on rajoutait la droite, les LR, chacun joue sa propre partition, et il n'y a plus d'alliance possible. Donc, la muraille de Chine s'est effondrée vis-à-vis du RN. Alors voilà. Et d'autre part, le camp présidentiel qui n'a plus de majorité, non seulement il n'a pas de majorité, mais il n'a pas d'alliés. Et tout le monde, là, s'est coalisé contre lui, pour des raisons diverses, le RN trouvant et la droite que la loi immigration allait pas assez loin, la gauche que c'était déjà beaucoup trop, mais ils ont été jusqu'à voter ensemble pour défaire le texte porté par Gérald Darmanin, avec
dernière spécificité dans cette configuration politique inédite, le fait que le bloc présidentiel ne soit pas uni sur ce sujet. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, pour avoir le soutien de la droite sénatoriale, Gérald Darmanin avait, entre guillemets, durci le texte. Or, ce texte version durcie ne pouvait pas être adopté par une partie des députés macronistes qui le trouvaient beaucoup trop à droite. Et donc, vous avez un président qui n'a pas de majorité, qui n'a pas d'alliés, et sur des textes éminemment sensibles, des différences de point de vue qui sont très fortes. Et dernier point, on voit, mais vous le savez très bien, que le sujet de l'immigration est un sujet majeur dans la société française et qu'il clive énormément. Donc là, on se retrouve dans l'impasse, mais qui en fait était déjà contenu, comme on dirait à la bourse, inscrit dans les cours ou inscrit dans les courbes au moment des législatives. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais deux choses intéressantes dans ce que vous dites, Jérôme Fourquet. Primo, en fait, non seulement le président n'a pas la majorité, mais son propre parti est divisé. Puisque là-dessus... Entre une aile droite et une aile gauche, voilà, c'est ce que on voit bien... Vous venez d'expliquer, c'est très intéressant. Et alors, autant l'électorat d'Emmanuel Macron de 2022 penche plutôt à droite, avec toute une partie de l'ancien électorat de droite qui s'est rallié au président, autant ses cadres, notamment ses députés, beaucoup viennent, si vous voulez, de la première cuvée du Macron 2017, qui étaient des gens qui venaient plutôt du centre-gauche, des Strauss-Kahniens, etc., etc. Vous prenez Monsieur Véran ou autres qui sont Clément Beaune, qui sont dans cette filiation-là. Et pour eux, un certain nombre de mesures contenues dans la loi immigration, telles que le Sénat de droite souhaitait le voir adopter, étaient inenvisageables. Et donc, on est là dans toutes les limites du en même temps qui sont démultipliées par l'absence de majorité. Mais alors justement, ça traduit quoi sur le plan français et surtout, sans faire des prédictions, le problème n'est pas là, mais justement, on parle du monde d'après. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'abord que pour la première fois, vous savez qu'il y a eu plusieurs tentatives et les gauches disaient pas question de voter avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national était prêt à faire des concessions, mais ça ne marchait pas. Et jusqu'à présent, en fait, tout se passe. On n'est pas dans leur tête, comme si la majorité, en tout cas la Macronie, disait ça va tenir. Pour le moment, ils vont pas voter les uns avec les autres. Et là, à 5 voix, mais enfin quand même c'est passé. Est-ce que ça va donner, est-ce que c'est quelque chose qui peut se renouveler et qui va amener quand même à un certain blocage, parce que on est à 3 ans et demi de la présidentielle, sans parler des législatives. Est-ce que c'est quelque chose, je dirais, sur un plan presque, pas symbolique, mais sur le plan de l'intériorisation, ils vont se dire, mais on peut le faire, donc on va le refaire. Alors, effectivement, les oppositions ont pris conscience de leur force et de leur capacité à mettre en difficulté un président qui, on le voit, se démène depuis des mois pour essayer de innover, trouver des nouveaux formats. Donc il y a eu les grands débats, il y a eu les rencontres de Saint-Denis. Les commissions citoyennes, etc. Maintenant, on nous annonce pour début janvier un grand rendez-vous avec les Français pour faire nation. Et c'est quand même assez cocasse que cette annonce présidentielle, elle précède de deux jours à peine le camouflet qui a été enregistré hier à l'Assemblée. Autre élément important, vous avez parlé du RN et de la gauche, à juste titre, parce que c'est eux les gros bataillons des oppositions. Mais ce qui a tout fait basculer, c'est les 40 voix sur 60 et quelques de députés LR qui se sont joints à cette motion pour faire tomber le gouvernement. Et là, ça va être aussi très compliqué dans les mois qui viennent, parce que on voit que une des seules voies de sortie depuis les législatives pour Emmanuel Macron, c'était éventuellement d'essayer de travailler un accord de gouvernement avec cette majorité LR, mais plus le temps passe, plus le fossé se creuse et plus ça devient compliqué. On rappelle également que celui qui portait ce texte, c'est Gérald Darmanin. Donc normalement, il était la personne idoine. Il était là aussi pour ça, pour rabattre vers la majorité présidentielle les voix de LR. Et même lui ne parvient pas il n'a plus la clé pour obtenir ces voix. Vous avez, André Berkoff, rappelé le chronomètre qui tourne d'ici la prochaine présidentielle. Il y en a un qui est plus rapproché, c'est les élections européennes de juin prochain. Et donc, 2024. On ne peut pas exclure non plus que chaque formation politique, chaque responsable d'un œil gourmand voit cette échéance se rapprocher et va tout faire
pour tendre de nouveaux choses-trappes au bloc présidentiel et essayer de le mettre encore davantage en difficulté. De faire sa propre liste, etc., etc. Mais est-ce que justement, c'est intéressant, parce que moi je vois quelque chose de très psychologique dans cette histoire, parce que ils vont faire la commission paritaire, Sénat, Assemblée nationale, probablement elle va être plutôt durcie, je crois, Jérôme Fourquet, parce que le Sénat étant ce qu'il est... Eh bien, c'est toute la difficulté, parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire des concessions à la droite sénatoriale, tout en arrivant pour le parti macroniste à garder son aile gauche, qui ne veut pas de ces concessions droitières sur la loi immigration. Et donc, ils sont pas du tout au clair sur le sujet, et plus le temps va passer, plus l'autorité présidentielle va s'amenuiser, puisque comme vous le savez, il ne peut pas se représenter. Et donc là, on est en difficulté. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec un grand représentant de la droite française, et qui me disait, en fait, c'était il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron n'a toujours pas compris qu'il n'avait plus la majorité à l'Assemblée nationale. C'était assez prémonitoire. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, de fait... en tout cas, il agissait comme s'il n'avait pas compris, parce que il faisait tout comme en disant voilà, on va convoquer les dirigeants de partis politiques à Saint-Denis, on va débattre, etc., etc. Et donc là, je pense que du côté du Rassemblement national et de la gauche, on était sur une opposition sans concession. Du côté de LR, c'est de la volonté aussi, peut-être, de se vendre entre guillemets à un prix très élevé en faisant monter les enchères, en disant si vous voulez le quinquennat défilant que sur certains textes on vous soutienne, ce sera à nos conditions. Et donc c'est là que les choses se sont jouées. Alors c'est pas non plus... Il faut monter les enchères. Voilà, c'est pas non plus sans poser de difficultés pour LR. On voit qu'il y a quand même une division, parce qu'il y a 40 députés qui ont voté cette fameuse mention. Il y en a une vingtaine d'autres qui n'ont pas pris position, qui ont soutenu le gouvernement. Donc on voit qu'ils sont tendus, il y a des voix discordantes. Et puis vous voyez que sur cette question centrale qui est celle de l'immigration, quand vous écoutez quelqu'un comme Éric Ciotti depuis des mois, il est aujourd'hui sur des positions qui sont très proches de celles d'un Jordan Bardella, par exemple. Absolument. Et donc, dans la perspective de reconstruire cette famille politique, on se pose en s'opposant, comme dirait l'autre. Donc là, il s'oppose à la Macronie, mais sur une ligne qui est de plus en plus proche de celle du Rassemblement national. Et il y a une grande bénéficiaire, je pense, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, c'est Marine Le Pen. Alors justement, si on applique ça à ce qui se passe à la France, et la France dite fracturée, dite archipélisée, enfin, vous connaissez ça très bien. Est-ce que ce vote-là ne traduit pas, comme c'est Cocteau parlait des miroirs qui réfléchissent, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui traduit, écoutez, et un message à Macron, enfin, et la Macronie, mais en tout cas à lui, bien sûr, en disant ça peut pas continuer comme ça, il faut quand même que vous traciez soit des caps, soit des lignes. Jusqu'à présent, les lignes étaient extrêmement floues, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mise en demeure, quelque part ? On est là-dessus, mais en fait, la mise en demeure, je reviens au point initial, elle a eu lieu le soir du deuxième tour des législatives. Oui, mais on ne l'a pas senti, Jérôme Fourquet. Lui, il l'a pas senti. Ouais. Lui, il l'a pas senti, mais les Français avaient envoyé... alors, ils s'étaient pas concertés, mais il y avait un message, et si vous reprenez toute la chronologie, c'est l'élément fondateur. C'est-à-dire que depuis, la majorité essaie de bricoler, etc., etc., parce que il n'y a pas cette majorité. Et donc, encore une fois, le président de la République a dit il faut refaire nation, on va prendre une grande initiative. Et comme disait l'autre, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Et donc, on voit que dès qu'on est sur les sujets sensibles, un, le gouvernement n'a pas de majorité, et deux, son propre groupe parlementaire est divisé. Et donc, la pression ne va pas cesser de s'accentuer. Vous savez, aurait dû lire le cardinal de Retz. Hein. Voilà, tout à fait. Mais vous savez, c'est un peu comme dans un conflit social, ou dans un rapport de force s'installe, à partir du moment où un camp ou des camps prennent l'ascendant, ils se sentent mis en confiance et ils vont pratiquer ensuite la surenchère. Donc c'est ça qui s'est passé hier, et je pense qu'on ne va pas aller vers une période d'accalmie ou d'apaisement, c'est-à-dire que les enchères vont monter et chacun va prendre conscience de sa force, de sa capacité de nuisance, et va mettre donc de plus en plus l'exécutif sous pression. Et alors, si, Jérôme Fourquet, comme on le croit, on va en discuter peut-être après une petite pause, on va poser la question de si
le climat et social et je dirais de violence ou d'insécurité s'aggrave ou en tout cas continue comme il est et malheureusement il n'y a aucune raison qu'il s'arrête, quid, qu'est-ce qui peut se passer? On en parle juste avec après cette petite pause. Oui, avec Jérôme Fourquet et avec vous au 0826 300 300. On prend vos questions au standard 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, je suis pas le seul. Je crois que l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y en a qui sont dans tous leurs états et ça peut se comprendre. Nous sommes toujours avec Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département opinion de l'IFOP et auteur, encore une fois, de ce livre que on l'a déjà reçu là-dessus. Je vous le recommande, La France d'après, aux éditions du Seuil. Mais Jérôme Fourquet, alors, le lendemain, après la gueule de bois, pas gueule de bois fondamentale, mais quand même, au fond, la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron se rétrécit de jour en jour. Oui, totalement. Le doux parfum de la division qui va se diffuser encore un peu plus dans les rangs macronistes, puisqu'il va falloir trouver un responsable. Donc d'aucuns vont dire c'est Gérald Darmanin qui apparemment a présenté sa démission au président de la République. Ce dernier l'a refusé. Ouais. Lui va faire sans doute courir le bruit que c'est les concessions qu'il a fallu donner à l'aile gauche de la majorité qui ont empêché le soutien de LR. Et donc on rentre dans une période de tension et de division. Et ce qui est assez frappant, c'est comment le président de la République, alors en partie du fait des chocs géopolitiques qui sont intervenus ces derniers mois, s'est très fortement investi sur la scène internationale. C'est la fonction, on le sait, c'est le domaine réservé du président de la République, mais un peu comme si tout ça servait un peu d'échappatoire au président face à une situation assez encalminée sur le plan intérieur. Alors on le voit sur le plan institutionnel et politique, on le voit depuis des mois sur le plan sécuritaire, Crépol, les règlements de compte en banlieue, ces agressions au couteau entre des rixes, entre jeunes. Et les dissolutions à tous azimuts de telle ou telle association, en fait, etc. Donc on voit ces sujets sur le front sécuritaire, on voit que la grogne sociale, la marmite bout doucement. Je rappelle à vos auditeurs que quand le mouvement des Gilets jaunes débute il y a 5 ans maintenant, le litre de gasoil était à 1,40 €. Oui. On est entre 1,80 et 2 € selon les stations aujourd'hui. Donc c'est pour ça typiquement que le gouvernement a très vite tranché la question vous savez, la prolongation de la possibilité de faire ses courses alimentaires avec les tickets restaurants. Ah oui, oui. Ça touche 5 millions de Français. Oui, ils avaient dit non, et puis Bercy avait dit il y a un manque à gagner. Tout de suite, ça a été évacué. Entre en vigueur au début janvier la disparition des retraits de points pour les petites infractions routières, en disant il faut absolument pas mettre le feu à la plaine en ce moment, mais vous voyez bien que la marmite bout et l'exécutif n'a plus la main et est en grande difficulté. Et donc, je pense qu'on a épuisé tous les subterfuges ou les artefacts de communication. Encore une fois, les grands débats, les conférences de presse, etc., etc. On est arrivé au bout de l'exercice et on est au pied du mur du côté de l'exécutif, c'est-à-dire avec qui pouvons-nous négocier pour essayer de faire passer nos textes, puisque nous sommes minoritaires à l'Assemblée, sauf que les LR ont pris le goût du sang, je pense, et qu'ils ont vu qu'ils avaient maintenant à leur merci l'exécutif, et ils vont leur faire payer très cher tous les prochains accords qui pourraient être passés. Et très simplement parce qu'il y a un certain nombre de murailles ou de murs qui s'effondrent tranquillement. Encore une fois, on vote avec le RN, même si on est LR. La gauche, la NUPES ou autres votent aussi avec le LR, avec le RN et avec LR. Sur un texte sur l'immigration, hein. Sur un texte sur le oui. Alors ils vont nous dire pour des raisons diamétralement opposées, n'empêche que le fait est là. Non mais je crois que inconsciemment on s'est dit on va lui montrer quand même de quel bois on se chauffe. Exactement. Mais est-ce qu'on peut alors, nonobstant les élections européennes, Jérôme Fourquet, c'est ma dernière question, franchement, et je m'adresse aussi bien au directeur de l'opinion de l'IFOP, est-ce qu'on peut tenir comme ça? On peut tout, mais enfin, est-ce que ça peut tenir comme ça 3 ans et demi? On a des institutions qui sont assez solides, on le voit, mais l'absence de majorité absolue,
plus le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter, c'est-à-dire que son crédit politique est entamé, va faire en sorte que eh bien sa fin de mandat va être de plus en plus compliquée. Vous savez qu'aux États-Unis, on appelle les lame ducks, les canards boiteux. Oui, les canards boiteux. Les présidents qui sont en fin de mandat, qui ne peuvent plus, non plus la prise sur le cours des choses. Eh bien, je crains que pour le président de la République, hier, est marqué symboliquement l'entrée dans cette phase du compte à rebours de la fin du quinquennat. Alors c'est encore très loin, 3 ans et demi. Quel compte à rebours, hein. Et vous voyez qu'il y a encore quelques jours, on disait à l'Élysée que si on réussissait les JO, eh bien, on allait ouvrir une séquence tout à fait positive. Sur les JO. Voilà. Et donc là, on est un peu dans la stratégie du village Potemkin du côté de l'Élysée, c'est-à-dire miser tout sur les JO, ce qui est très loin des préoccupations des Français, Bien sûr. pour faire oublier tout le reste, hein, qui, on le voit, mais c'est quelque chose d'assez cruel. Le réel se rappelle toujours à vous. Et est-ce que vous avez remarqué, Jérôme Fourquet, que aux Émirats Arabes Unis, comme en Arabie Saoudite, on s'est comporté comme le RN. Les gens n'avaient pas le temps de recevoir Macron. Monsieur Zayed avec piscine, l'émir Zayed, MBS avait sa partie d'échecs. C'est extraordinaire. Le contraste avec comment ils ont reçu Poutine 2 jours après. Oui. Donc même en politique étrangère, il y a un problème. Alors, il y a un problème. Alors là, on a vu, c'était les limites du en même temps au Proche-Orient. C'est quand même très compliqué. Et puis, peut-être aussi plus profondément, vous parlez de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, sont quand même très motivés et dopés par cette tribune internationale qu'offre la présidence française. Sauf que notre pays, en voie de décrochage économique, militaire, éducatif, n'est plus autant respecté qu'il l'était par le passé. Et donc, il y a toujours, encore une fois, cette possibilité de convoquer des grands-messes, de tenir des grands discours, la fameuse voix de la France, mais il y a là encore la réalité des faits qui s'impose à nous, et si Poutine est reçu en majesté, c'est du fait du poids de son pays sur le plan militaire, sur le plan économique, alors même si Et puis l'évolution de Russie-Ukraine. Le conflit, donc là, toutes les pétromonarchies ont reconnu en lui un partenaire tout à fait important parce qu'il est producteur de pétrole. Et donc, quelque part, notre décrochage sur la scène internationale, mais comme dans le Cénacle européen. C'est-à-dire que vous voyez aussi comment, et c'est quand même douloureux pour un président comme Emmanuel Macron qui a chevillé au corps l'idéal européen, comment la relation franco-allemande se déséquilibre de plus en plus, parce que tout ça, encore une fois, se lit aussi dans les chiffres. Je t'aime moi non plus, mais alors le problème c'est que peut-on organiser des grands-messes dans les églises qui vont se vider de plus en plus? C'est ton problème. On est là-dessus, et donner l'illusion que nous sommes encore à l'heure du siècle d'or. Merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. Merci Jérôme Fourquet. On rappelle votre livre La France d'après, tableau politique, c'est aux éditions